Mesdames et messieurs, bonjour. L'éloquence est une peinture de la pensée. Ceux qui, après l'avoir peint, ajoutent encore, font un tableau au lieu d'un portrait. Blaise Pascal, c'est à méditer en cette journée du 3 juin 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Je suis le président Loukman Sanfo, deux juges au siège. Bonjour Geoffroy, bonjour Bernard. Ok, merci doyen. Bonjour juge Vaha, bonjour président Sanfo, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est la première convocation pour ce qui concerne ce mois de juin. On va souhaiter en tout cas un très bon mois à tous ceux qui nous suivent et à vous, messieurs les juges. Mesdames, messieurs, merci. Ce matin, merci d'abord de nous suivre à travers les différentes plateformes de cette émission du tribunal de l'actualité, savoir Free TV, accessible sur le bouquet Canal+, au numéro 254, Watt FM accessible sur la fréquence modulée en 100.8, et puis à travers Radio LPC, Bobo de la Société Nkodogo, 105.5 et puis 104.7. Merci de votre fidélité. Ce matin, nous avons envie de lever un coin de voile sur la situation du sexe féminin qui s'affirme dans un monde qui reste tout de même phallocratique, on peut le dire. On va parler donc de leadership féminin avec une jeune fille dont on dit tant de bien actuellement, vue déjà comme faisant partie de la future génération de femmes qui impacteront le Burkina Faso. Elle est étudiante en médecine, oratrice hors pair. Il y a quelques jours de cela, elle s'est distinguée au concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Sorbonne, voilà, Panthéon-Sorbonne, en remportant 2 prix, prix de la révélation et prix du public. Elle avait remporté aussi auparavant 2 mois de cela, au Liban, la 4e édition du championnat international du débat francophone. Il en a autant de certaines compétitions au niveau national. Alors, tous ces prix glanés retiennent notre attention. Quelle peut être sa contribution dans l'affirmation du leadership féminin? Nous l'avons convoquée ce matin pour l'entendre. Elle, c'est Mathilde Zerbo. Elle est étudiante à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Mesdames, Messieurs, voici le principal sujet de cette émission, mais si le temps nous permet, on pourra aborder évidemment les sujets d'actualité. Voici la première partie de l'émission pour commencer. Cette émission porte son regard sur les faits majeurs de l'actualité nationale et internationale. Et la première partie est donnée au juge au siège pour formuler des propos libres. Alors, on commence par Bernard Bougma pour ce lundi. Merci Président. Alors, nous sommes effectivement le premier lundi du mois de juin. Donc, nous sommes à la mi-année. Bon, en football, on parle de mi-temps. Parce que le premier semestre s'est écoulé. Donc, il nous reste 6 mois. Pour voir par rapport aux résolutions, aux objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il en sera, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en même temps, c'est le début aussi de la saison pluvieuse, porteuse d'espoir, mais aussi d'inquiétude, parce qu'on a une agriculture qui est beaucoup plus collée sur les aléas de la pluie, donc sur les caprices des dames nature. Est-ce qu'on aura assez de pluie, est-ce qu'on n'en aura pas? C'est aussi un autre défi à relever. Donc la maîtrise de l'eau au niveau de l'agriculture. Donc vous avez des paysans qui comptent sur la pluie pour pouvoir pouvoir engranger. Donc c'est dans ces conditions effectivement que le mois de juin arrive. Donc ce qu'on souhaite, c'est un très bon mois de juin à tout le monde. Aussi que nous puissions, les résolutions que nous avons fixées, s'il faut recadrer, et puis parce que 2019 est en train de s'achever. Et il y a aussi l'inquiétude au niveau de ceux qui ont suivi notre 6h15, ont pu entendre le papier qui a été livré par Niénié, Abdoulaye Niénié, qui parlait effectivement des zones où il n'y a pratiquement pas eu école, où depuis mars il y en a qui ont abandonné, certains ont abandonné même dès la reprise des classes. Donc au moment où les autres s'apprêtent pour aller pour les compositions de fin d'année, parce que c'est dans ce mois de juin également, mais aussi pour les examens et concours au niveau des scolaires dans certains niveaux d'enseignement. Donc il y a aussi le désarroi des parents et des élèves. Donc c'est un mois, la mi-année, qui sonne comme espoir pour les paysans, mais aussi un désespoir pour toute une génération de jeunes Burkinabés. Et donc je voudrais souhaiter beaucoup de courage à tout le monde, et surtout une très agréable semaine à tout le monde. Donc c'était mon avant-propos aujourd'hui.
Merci à vous, Ben Abougma. Agréable semaine également à vous. Merci beaucoup. Geoffroy Var, c'est à vous. Merci, Président. Moi, j'aurais deux avant-propos assez rapides. Il y a le premier avant-propos qui concerne l'Alliance Police Nationale. On a vu la sortie, la dernière donc, qui faisait état de problèmes qu'il y avait notamment au sein de cette institution-là et le torchon qui brûle entre le syndicat et notamment le directeur général qui est accusé d'ingérence outrancière et de vouloir soit avoir une mainmise sur le syndicat ou à défaut lui régler son compte. Ils ont rappelé que l'une de leurs figues de proue a été blâmée, a reçu donc un blâme et tout. Et donc il y a cette situation délétère là au sein de cette police. Et il y a cet appel qui a été lancé à l'endroit notamment de l'exécutif, donc du gouvernement, on va dire comme ça, des autorités, de s'assumer face à ce problème-là, parce que il pourrait y avoir, et c'est ça qui fait que je le choisis en avant-propos, une situation chaotique qui en découlerait. Je ne sais pas de quelle situation chaotique parle l'Alliance, mais pour nous qui sommes des profanes, on dira comme ça, de la sécurité et qui savons la réalité et le besoin de sécurité dans lequel on est aujourd'hui, au regard des déstabilisations qui sont trop nombreuses et de façon récurrente, comment on est tapé, écoutez, c'est pas de façon à nous rassurer. Maintenant, est-ce que c'était le mot choisi pour décrire l'ampleur du problème et interpeller les autorités au vif? Peut-être. Mais je veux dire que quand on communique, il faut comprendre que tous ceux qui vous écoutent, même s'ils ne sont pas le destinataire final de votre message, quelquefois ils sont impactés. Et nous, je le dis encore, population, quand on entend chaos de la bouche de celui qui a à charge notre sécurité, on se demande quel visage ça va prendre, ce chaos-là. Est-ce que c'est au sein de l'institution elle-même, auquel cas c'est pas bon, donc c'est pas bon aussi pour la population, parce qu'on sait qu'il y aurait une répercussion. Aujourd'hui, en moyen humain, en moyen matériel, il y a toujours ce problème-là qui est ressorti. Je pense qu'eux-mêmes, ils l'avaient égrené dans la plupart des grèves qu'ils avaient, mais ce n'est pas de nature à rassurer dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je ne blâme pas les propos en tant que tels, mais j'ai dit il faut quelquefois aussi peut-être prendre toute la mesure des mots qu'on utilise, surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. C'était mon avant-propos, le premier. Le deuxième avant-propos que j'ai choisi, c'est la sortie du SACAN. Et tout cela, c'est des choses qu'on a pu partager nous dans nos sessions d'information, et donc ils pourront le suivre. Et SACAN qui enfin accepte de sortir, on va dire comme ça, de son silence sur cette question de fraude sur laquelle il y a des suspicions, je dis, au niveau de SACAN. Et puis quoi qu'on dise dans cette sortie-là, moi je pense que on ne répond pas trop aux questions qui sont posées, qui sont essentielles pour les Burkinabés. Parce qu'il est question de fraude. Et lorsqu'on parle de fraude, ce n'est pas la question de l'acheminement en tant que tel. Quand ils nous disent que l'acheminement respecte toutes les normes nationales et internationales, je pense que les suspicions sont sur la teneur de minerais qu'il y a notamment dans ce charbon fin là. Savoir si au finish ce n'est pas plus ou moins de l'or qu'on transporte, mais d'autres minéraux qu'on transporte qui vont être travaillés et récupérés. C'est ça la grande question aujourd'hui. Il y a eu cette visite là, il y a eu cette sortie. Bon, ça a eu le mérite au moins d'ouvrir la brèche des gens de dialogue sur ce problème, mais on reste encore sur notre soif. Parce que la question essentielle, c'est de savoir quelle est la teneur d'or qu'il y avait dans ce charbon fin là. Est-ce que ça n'excède pas comment dire cela, les normes habituelles? Est-ce que ça ne montre pas que c'était plutôt un faire-valoir pour transporter de l'or? C'est ça la grande question aujourd'hui, et je pense que les Burkinabés restent très très intéressés par la suite qui sera donnée. Vous m'excusez, mais il y a une autre question importante, surtout d'autres questions que Geoffroy vient de poser sur cette affaire, c'est de savoir aussi est-ce qu'il n'y a pas une expertise nationale qui peut traiter effectivement ce charbon fin au Burkina. Donc c'est cette question également que je pose. Est-ce que, parce qu'il avait été signalé qu'il y a des Burkinabés qui sont qualifiés pour le faire et qui ont même fait des propositions. C'est aussi de pouvoir répondre à ces questions. Donc, au-delà de tout, il y a des questions qui restent sans réponse. Je suis d'accord avec les questions que je vous propose et j'ajoute les autres questions qui sont restées sans réponse. Évidemment. D'accord. Si vous souhaitez, on pourra revenir d'ici la fin de l'émission sur ce sujet qui passionne et qui intéresse plus d'un Burkinabé. Mais en attendant, nous allons auditionner
celle qui se fait parler d'elle, en tout cas qui fait parler d'elle ces derniers temps, elle force l'admiration de plus d'un au niveau du Burkina Faso et même à l'international. Elle est étudiante en médecine, oratrice hors pair. Elle a été récemment distinguée à plusieurs concours, à l'occasion de plusieurs concours au niveau international. Donc d'abord, le plus récent, c'est le concours international d'éloquence de Paris, Panthéon 1, Sorbonne, où elle a remporté 2 prix, le prix de la révélation et le prix du public. Auparavant, au Liban aussi, elle avait remporté la 4e édition du championnat international du débat francophone. C'était un grand concours, et sans compter les compétitions au niveau international. Aujourd'hui, nous avons envie de nous intéresser à cette jeune étudiante, à savoir si elle peut être aussi vue comme l'espoir du leadership féminin au niveau du Burkina Faso. Encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. Merci, Monsieur le Président. Avant de parler justement de la question du leadership féminin, on va s'intéresser pour commencer à votre parcours qui vous a conduit jusqu'ici. Alors, d'où est venue cette passion pour le débat, pour l'art oratoire au Burkina Faso? Alors, ma passion pour l'art oratoire a commencé à ma première année déjà. Lorsque je suis arrivée à l'université Saint-Thomas d'Aquin, il y avait un club d'art et de débat oratoire qui était tenu par nos aînés, qui étaient des étudiants de droit. Et en première année, ils ont organisé d'abord un concours interne auquel j'ai participé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et je m'étais désintéressée parce que, compte tenu du programme lourd de la faculté, donc c'était assez compliqué. Puis en 3e année, j'ai une camarade qui m'a proposé un soir après les cours d'aller suivre une séance au club. Donc je suis allée, et comme d'habitude, lorsqu'un nouveau arrive, après les présentations, on te donne un thème et on te demande de donner ton avis. Je me suis levée, j'ai fait une présentation que les coachs ont beaucoup appréciée, et dès lors ils m'ont demandé de ne pas quitter le club. Du coup, je l'ai intégré, et c'était en 2017. Nous avons participé au championnat national de débat oratoire que nous n'avons pas remporté. Donc nous avons continué les formations, et en 2018, je suis devenue coach avec eux. Et nous avons participé encore au championnat national en 2018 que nous avons remporté. C'est donc à l'issue de ce championnat national que le président de la structure Les Débats Oratoires m'a repéré et qu'il m'a proposé et choisi de représenter le Burkina avec mon coéquipier Fabius Awanou au championnat international de débat francophone. Donc nous sommes allés au mois de mars, la compétition s'est bien passée et nous sommes revenus avec la coupe. Donc, en gros, c'était un travail d'équipe parce que nous étions 2. Même si nous ne faisions pas partie des mêmes groupes de débat, nous travaillions toujours ensemble lorsqu'il y avait un thème à préparer. Et au retour, récemment, il y a l'agence universitaire de la francophonie qui m'a contacté et m'a informé que j'étais sélectionnée pour représenter le Burkina au championnat international d'éloquence organisé par l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Et c'est donc ainsi que j'ai participé. Nous faisions des vidéos que nous apportions par mail et c'est ainsi que la compétition a pu avoir lieu. Voilà. D'accord. Vous le dites vous-même, vos premières participations aux différents concours n'ont pas marché. Donc on peut dire que c'est à force de travail que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Oui, c'est à force de travailler personnellement pour s'améliorer toujours et en tout temps. Et travailler en équipe aussi pour persévérer. Donc le travail, il n'y a rien de tel, peu importe le domaine. C'est toujours le travail qui paye. Je suis assez intrigué aussi parce que vous faites médecine comme formation initiale. Oui. Et vous êtes lancé dans le débat, les concours au niveau de l'éloquence. C'est à croire que ce n'est pas le domaine qui devrait vous intéresser, pas quand on sait qu'un médecin n'a pas besoin forcément de trop parler. Bon, déjà, je pense que l'art oratoire, l'éloquence, c'est pas destiné à un groupe précis. Tout le monde doit savoir bien parler. Il ne suffit pas de parler pour parler. Il faut bien parler. Lorsque vous prenez la parole, il faut que ce que vous alliez dire impacte. Et je pense que le médecin est d'ailleurs celui qui a le plus besoin de savoir bien parler. Parce que lorsque tu es face à un patient, il faut que tu saches lui parler pour que, à travers tes simples mots, à travers tes simples propos, il puisse avoir une certaine guérison, ne serait-ce que psychologique. Donc je pense que c'est le minimum pour un médecin également. D'accord. Alors, je passe la parole au juge pour des questions. Geoffroy. Ce qui est intéressant lorsqu'on prend le cas de Paris 1, c'est ça, non? Paris 1, Panthéon Sorbonne, c'est seulement en 2018 qu'il s'ouvre un peu aux autres continents. Oui. Et vous venez, on va dire comme ça, vous charmez ce public-là. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est déjà un sentiment de joie parce que
ça prouve que tous les efforts que je fais ne sont pas restés vains. Tout le travail mené est au moins reconnu et que je m'améliore. Voilà. Donc ça m'encourage à aller de l'avant et à toujours persévérer. Il y a quelque chose que le président disait qui était assez intéressant, c'est qu'on voit votre profil. Vous, c'est médecine. Et souvent, quand on parle de débat oratoire, c'est des thèmes aussi divers que variés. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être assez large dans sa culture et puis être, comment dire, savoir de la répartie. Parce que lorsque vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, c'est clair que vous n'êtes pas à l'aise que lorsque vous en parlez. Et comment est-ce que vous gérez ça? C'est d'abord beaucoup de lecture, c'est quoi? Bon, déjà, c'est beaucoup de lecture parce que déjà dès mon secondaire, j'avais commencé à lire beaucoup. J'aimais la lecture. À ma première, j'ai participé à un concours de poésie organisé par Médecins du Monde France que j'ai remporté. Donc, c'est l'habitude. J'aime lire et en bon médecin, il faut aimer lire pour pouvoir, voilà. Et aussi, rester toujours au contact de l'actualité, s'informer, c'est important. Benavouma. Donc, pour le moment, il y a eu des thèmes qui ont été proposés sur lesquels le travail a été fait. Effectivement, c'est une deuxième édition qui est ouverte. Et quand on regarde, on voit que les Africains se sont illustrés. Après, il y a c'est le Congo-Brazza et puis après, c'est le Burkina Faso. Vous avez travaillé sur le thème, excusez-moi, j'ai oublié votre thème. Bon, Vous l'avez? le thème de la demi-finale, Oui. c'était faut-il parler maintenant ou se taire à jamais? Oui, alors que sauf qui peut la vie dans sa version filmative. Oui, ça c'est le thème de la finale. C'est le thème de la finale. Oui. Ok. Donc il y avait un thème. Parce que moi je veux comprendre le déroulé du concours, c'est très important. Donc à chaque étape, il y avait un thème. Oui, nous avons d'abord fait les phases éliminatoires. Il y avait un premier thème. Une erreur, faut-il préférer une erreur originale à une vérité banale? Et je devais défendre l'affirmative. Il fallait préférer une erreur originale. Donc nous avons fait les vidéos avec le plateau technique du C9 à l'AUF, situé à l'université de Ouagadougou. Nous avons envoyé les vidéos par mail et il y avait un jury qui a suivi, qui ont fait les présélections. Pour la demi-finale, ils nous ont ensuite envoyé un autre thème et je devais défendre « Faut-il parler maintenant ou se taire à jamais ?» J'étais pour la négative. Donc nous avons encore refait une vidéo que nous avons envoyée par mail. Et pour la finale, c'était le thème « Sauve qui peut la vie ». Mais est-ce qu'on peut voir un peu à quoi ça ressemble ce que vous défendez? Même si c'est en 3 minutes ou 2 minutes. Ça va donner peut-être à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent à quoi ça ressemble. Sinon, on est encore dans le virtuel. Si vous permettez, Président. D'accord. En fait, est-ce que vous avez encore en mémoire le texte, votre argumentaire pour nous le développer? Bon, pas le texte précis, mais voilà quelques idées. D'accord. Ça Faites-nous dépend du entendre thème, quelque le chose. premier, On va le juger. deuxième ou le troisième. Sauf qui peut la vie? Parce que déjà, le thème est ambigu. Allez-y. D'accord. Donc déjà, sauve qui peut la vie. Comme vous l'avez dit, c'est un thème très ambigu. Comme moi aussi je l'ai pris dès le départ, ça n'a pas été facile. Mais lors des recherches, on avait vu que c'était le titre d'un film. Et sauve qui peut la vie. Dans le film, la vie était en parenthèse. C'est-à-dire que les acteurs vivaient, c'était un chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu te bats seul et tu t'en sors seul. Mais également, lors des recherches, on a vu qu'il y avait un livre qui s'appelait « Sauve qui peut la vie ». Et la vie n'était pas en parenthèse. Juste pour dire que face aux difficultés, face à tout ce qu'il peut y avoir dans la vie comme obstacle, il faut toujours aller de l'avant et avancer. Il ne faut pas croire que dans la vie, tout est déjà écrit ou dessiné. Rien n'est immuable. Du coup, quand on dit sauve qui peut la vie, c'est toute personne peut sauver la vie. Toute personne qui a envie peut sauver la vie. Donc il faut que chacun juste se redonne du peps, requinque un peu son quotidien pour qu'il y ait la joie et que la vie aille de l'avant. Mais ce n'est pas ce que Geoffroy a demandé. Si, c'est bien cela. C'est bien ça. Vous n'avez pas compris alors là. Moi je m'attendais à une prestation en bonne et due forme. Oh non. Mais là, il faut lui donner le temps de la recherche, se rappeler un peu de l'argumentaire qui était défendu et tout. C'est pourquoi pour moi c'était quelqu'un qui a gagné des lauréats quand même, des prix. Ce n'est pas ça qui peut le manquer.
Oui, peut-être bien. Ben, quand on reçoit des artistes, on demande un acapella. Pourquoi on reçoit une lauréate d'art oratoire à 2 reprises qui ne peut pas quand même fredonner les mots? Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas, Bernard. Ben, elle nous a expliqué comment elle a argumenté. Alors, si vous voulez, je peux bien le faire, mais déjà, il faudrait que je sois debout. Donc, s'il y a l'opportunité... Est-ce que la technique le permet? Alors, supposons que vous êtes debout. C'est pas pareil. Ah, donc ça nous permet de comprendre un peu. C'est-à-dire que pour nous, quand on dit art oratoire, oui, c'est d'abord le parler. Effectivement. Alors que là, je ne sais pas si ça prend en compte la gestuelle, ça prend en compte tout cela. L'éloquence, l'art oratoire, ça prend en compte tout. La posture, la gestuelle, le parler. Et assise, vous ne pouvez pas. Mais ça ne donne pas le même effet. Voilà. D'accord. Donc, je pense que quand on parle d'éloquence surtout, plus on te voit, c'est le visu qui compte avant ce qu'on entend. Donc c'est important, la gestuelle et la posture. Mais si vous voulez, assise aussi, pourquoi pas? Allez-y. D'accord. Monsieur le président du tribunal, très cher juge, bonjour. Alors, sauve qui peut la vie. Lorsque l'on entend ce thème, une seule idée nous vient en tête. Fuir, prendre ses jambes à son cou, ou alors fuir que entre cuisses. Mais lorsque vous réfléchissez et que vous allez en profondeur de ce thème, tout simplement vous avez envie de dire que la vie est belle, que la vie n'est pas cette chose que tout le monde voit comme effroyable, que la vie n'est pas cette chose qu'il faille fuir à tout prix. Et non, la vie est une chose qu'il faut mûrir, qu'il faut embellir. Et oui, c'est à chacun d'embellir sa vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sauvez la vie, sauvez votre vie et sauvez celle des autres. Je vous remercie. Merci Bernard, c'est ce qu'on voulait voir. Là au moins c'est clair qu'on a en face de nous lauréate. La lauréate quoi. Ok, merci bien. Avant qu'on aborde véritablement le thème, parce qu'on ne va pas simplement s'attarder sur votre prestation, on va voir aussi ce que vous pouvez contribuer pour votre pays et pour la gente féminine. Alors, qu'est-ce que tous ces prix vous apportent véritablement pour votre vie d'étudiante et votre vie sociale? Bon, déjà, dans ma vie d'étudiante, c'est un plus parce que on aura forcément besoin à un moment donné de curriculum vitae. Et les attestations sont un poids. Ça prouve que tu t'exprimes bien, ce qui peut servir dans plusieurs domaines. Déjà, on fait la médecine, mais après, il y a plusieurs volets. On peut aller dans l'humanitaire et forcément, parler en public, savoir convaincre, ça joue. Maintenant, dans ma vie sociale, disons que grand-chose n'a pas changé en dehors peut-être des émissions télé ou des émissions radio ou peut-être quelquefois des gens qui te voient en route ou en circulation et qui te demandent « Ah, c'est toi qui as remporté le prix ». En dehors de ça, tout va bien, tout est comme avant. Et quand les gens estiment que vous êtes un espoir, vous faites partie de cette catégorie de femmes qui vont impacter le Burkina Faso, est-ce que ça vous effraie ou bien vous prenez ça comme un honneur? Non, ça ne m'effraie pas parce que même avant ces prix, j'avais la conviction et l'envie d'impacter le Burkina Faso. Donc, c'est juste un pas de plus vers la réussite. Ça me galvanise encore plus. Moi, il y a quelque chose que je voulais aborder. C'est vrai que souvent, quand on dit oratoire, c'est dire se tenir devant, parler et tout. Dans le subconscient de beaucoup de personnes, c'est pas une femme qu'on voit prioritairement. Maintenant, ça veut dire que quand on y vient, il y a pour un effort à faire peut-être beaucoup plus pour une dame. Est-ce que le regard des autres, on le supporte beaucoup plus? Est-ce que ce leadership féminin là, ça ne devient pas un défi, une façon de s'affirmer après où on se dit on n'est pas soi seulement, mais on représente, il y a beaucoup de gens derrière à qui on veut donner aussi non seulement une leçon, mais aussi la possibilité de comprendre que être femme, c'est pas rester derrière et écouter. Bon, effectivement, déjà, lorsque vous êtes une femme et que vous devez prendre la parole en public, on se demande qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire. Et moi, de nature, je suis plus ou moins réservée ou timide à première vue. Et lorsque tu arrives et que tu prends la parole, on se demande encore, ah, c'est cette même fille qui était assise juste à côté de moi. C'est des préjugés que les gens ont.
Et lorsque je mène mes activités, lorsque je mène mes actions, ce n'est pas pour dire que la femme, c'est cette personne qui est égale à l'homme. Non, parce que je ne trouve pas qu'il faille mener des actions juste pour le montrer. Je ne fais rien pour amener les gens à me demander être femme, ça ne te pénalise pas un tout petit peu ou quand même beaucoup aussi. Non. Donc, je fais comme si je suis un être humain. Un être humain, c'est un être humain. Ce que tu peux faire, tu le fais et bien. Voilà. Ce que Geoffroy soulève est assez intéressant, parce qu'on est dans un pays où de plus en plus il y a ce débat là sur la question de la représentabilité de la femme, et vous êtes dans un milieu qui n'est pas très aisé, qui n'est pas donné à n'importe qui. Alors c'est un milieu dominé par les hommes, comme Geoffroy l'a soulevé. En même temps, je veux savoir quel est votre regard sur la question du quota, parce que vous savez que quand on regarde notre gouvernement actuel, beaucoup de femmes y sont, par le simple fait que le président avait promis que dans son prochain remaniement, il y aura au moins 30% de femmes, même s'il n'a pas atteint les 30%. Et il y a des femmes qui sont aussi au niveau de la vie publique, du fait de la représentation aussi de ces quotas-là. Quel est votre regard? D'aucuns estiment qu'il ne faudrait plus faire ce qu'on appelle cette discrimination positive pour permettre à ces femmes de se positionner. Il faut considérer qu'aujourd'hui, les femmes ont aussi l'intelligence nécessaire, la matière grise nécessaire pour aller à armes égales dans certains domaines avec les hommes. Quel est votre regard? Alors, je pense effectivement qu'il ne faille en aucun cas faire du favoritisme. Lorsque vous êtes compétent, que l'on vous place là où vous méritez d'être. Il n'y a pas à voir que juste... Peut-être qu'il y a 50% de femmes compétentes, mais comme il a promis qu'il n'y allait avoir que 30%, donc il y a les 20 autres pourcents qui restent biaisés. Du coup, lorsque quelqu'un mérite d'être à une place, il faut l'y placer, que ce soit une femme ou un homme. Il n'y a pas une question de sexe dans l'intelligence ou dans la capacité d'apporter quelque chose à une structure ou à une nation. Donc, peut-être que c'est bien l'idée du quota pour amener les gens à voir que la femme également peut apporter quelque chose. Quand bien même, je ne crois pas que ce soit nécessaire dans la mesure où les dirigeants et ceux qui sont en tête savent qu'il n'y a pas de question de sexe dans l'intelligence, il n'y a pas de question de sexe dans les compétences. Du coup, en temps normal, si tu es compétent, on te prend. Si tu n'es pas compétent, tant pis. Mais la question aussi comment on appelle cela, la façon d'encourager, c'est un genre c'est une sélection positive, on dirait. Discrimination positive. Discrimination positive. Ceux qui l'ont initié et qui ont donc pensé ces choses-là disent que de façon très claire, on constate un certain nombre de barrières qui ne sont pas de l'ordre des capacités inhérentes notamment à ce groupe-là, mais plutôt des barrières qui sont mises par la société. Et pour sauter ces barrières, il faut un genre d'encouragement. Donc il faut un genre de place qu'on leur trouve pour qu'il y ait cette chance-là qui, par quotient positif, permet de les mettre à égale accession avec les autres. C'est un peu comme ça que ça a été pensé. Donc quand on dit que c'est pas plus mauvais, moi je ne pense pas forcément, parce qu'aujourd'hui, à la vérité, c'est que même quand vous prenez dans des démocraties dites évoluées et tout, à diplôme égal, femmes et hommes n'ont pas le même salaire. Même en France, vous êtes allé débattre, vous savez que c'est comme ça. Oui, pourquoi? Ça veut dire qu'on a une société qui met des barrières, on a une société qui a une façon de fonctionner qui ne permet pas forcément à certains types, dans certaines cases, de pouvoir avoir accès au même titre que les autres qui sont presque défavorisés. Donc il faut un type de coefficient. Il faut un type de coefficient. C'est pour ça qu'il y a cette façon de juguler un peu la chose. Et donc quand on regarde un peu dans les sens, pour moi, ça a son sens. Est-ce que vous partagez? Vous êtes d'accord qu'il faut forcément qu'il y ait quand même, c'est pas moi, je reprends en d'autres termes les propos de Geoffroy pour dire qu'il faut qu'il y ait du sens en permettant aussi une certaine catégorisation, oui. Ou bien aussi, pour moi, il y a deux choses. Il y a la question de ce qu'on pourrait faire comme faveur qui est à la fin. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. On parle d'accession au pouvoir des décisions et tout, ça c'est à la fin. Parce que c'est celles qui peuvent prétendre à cela qui sont concernées. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses qui est celle du début. C'est-à-dire le combat, et c'est ce qui est en train d'être mené aujourd'hui, pour que la plupart de nos filles aillent à l'école et qu'elles puissent terminer leurs études.
quand vous avez plus de 50% de votre population qui est composée de femmes, il faudrait aussi que cela se ressente dans les diplômés que vous avez. Il ne faudrait pas que la chance soit donnée qu'aux hommes de terminer les études. À la fin, quand vous avez, pour un poste donné, sur les candidatures, vous avez 90 garçons et puis 10 filles, c'est difficile de faire jouer les choses. Alors que si ça reflète la réalité de nos sociétés, où on a plus de 50% de femmes, vous vous retrouvez avec 50-50, vous voyez que la discrimination positive, quelquefois vous n'en avez pas besoin, parce que parmi ces 50 filles, vous en avez qui sont très bonnes. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Je pense que c'est beaucoup de choses à faire, mais le Burkina a besoin aussi de ces réflexions, et puis voilà. C'était des commentaires. Hein. Oui, évidemment. Bon, c'est des commentaires, parce que moi, par principe, cette affaire de quota de 30%, ma position est claire. Ça part beaucoup plus dans le même sens que Mathilde Zerbo, c'est beaucoup plus le mérite. Parce que à force d'imposer effectivement 30%, d'abord la loi est faible. Quand les 30% ne sont pas sur les listes électorales, c'est une sanction pécuniaire. Donc les partis politiques préparent l'argent, ne respectent pas et puis versent et puis continuent. Ou bien positionnent mal les femmes dans une posture ou bien dans des positions sur les listes où elles ne peuvent pas. Le 30% est remporté, mais ça ne permet pas à la femme de s'affirmer parce qu'elle a une position qui l'arrange moins. Elle n'est pas bien placée dans le positionnement des listes électorales. Elle occupe une place où on est sûr qu'elle ne peut même pas être élue. Si sur une liste nationale, vous n'êtes pas parmi les 5 premiers, ni les 10 premiers, ou bien vous êtes dans les positions de suppléants, ça pose évidemment un problème. Si au niveau régional ou au niveau provincial, vous n'êtes pas bien positionné, ça pose problème. Donc, il y a une loi qui est là, mais qui a beaucoup de limites. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs, ne veulent pas entendre parler. Elles disent, comme elle l'a dit ici, si vous méritez, on y va. C'est à compétence égale. Bon, voilà. Maintenant, s'il faut rentrer dans des considérations de faire positionner, les dernières élections, tous les partis politiques ont été épinglés. Personne n'a respecté le quota. Martine Yabré, qui a intenté l'action devant le Conseil constitutionnel avec toutes les listes électorales, mais elle a gagné. Malheureusement, dans la formulation de la requête, c'est la personnalité morale de Yabré qui est passée en avant en tant que présidente des femmes du Burkina. Et non Martine Yabré, citoyenne, c'est ce qui a fait perdre. Donc elle a perdu. Au niveau de la requête, elle a perdu parce que, pour des questions de forme. Sinon, elle gagnait. Mais la plus-value pour les partis politiques, la difficulté, c'est quoi? C'est de rembourser, de payer de l'argent et puis avancer. Donc, je suis d'accord par rapport à ce qu'elle dit, parce que la loi a des insuffisances. Il faut leur donner la place qu'il faut pour qu'on puisse passer à autre chose. Moi, je pense qu'il faut... Mais est-ce que votre position peut être véritablement soutenue parce que vous considérez qu'à ce jour, les femmes et les hommes sont sur la même ligne, alors qu'il n'en est pas. Il y a certaines pesanteurs sociales qui ont fait qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas au même niveau d'instruction, pas forcément en termes de nombre, qui fait qu'on ne peut pas aller... oui, c'est ce que je disais. Je réponds. Ça risque d'être effectivement l'affaire à juger ce matin. Parce que ce que je dis, c'est quoi? Ce que vous dites, c'est vrai. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des femmes qui reculent quand on leur appelle pour les postes de responsabilité. Donc forcément, ce n'est pas qu'il n'y a pas... Il y en a qui veulent, il y en a qui reculent. Quand il s'agit de placer la femme à un certain niveau, il y en a qui disent, attends, vraiment, c'est compliqué, moi-même, je ne vais pas parce que je prends une responsabilité publique, ta vie privée en pâtit, on tape sur toi, on t'insulte, on insulte ta famille, donc vraiment, moi, je ne veux pas. Il y a des femmes aussi. On a vu l'épisode de Rosine Souri Koulibaly a découragé beaucoup de femmes parce que beaucoup de Burkinabés n'ont pas laissé n'ont pas fait de cadeau à cette dame qui quand même avait a eu aussi des compétences. Elle a prouvé sur certains chapitres, sur certains pans qu'elle compte. Mais le combat politico-politicien n'a pas facilité la tâche à Dame Rosine. Et il y a beaucoup de dames qui ont été découragées, qui disent, mais voyez-vous, on nous demande de nous engager, mais quand on nous confie ce que Rosine a subi, c'est sûr que si moi j'étais à la place de Rosine, je démissionnerais avant, des femmes l'ont dit. Donc il y a le climat qui ne facilite pas les choses, ce n'est pas parce qu'elles ne méritent pas. Donc il y a ces considérations aussi à prendre en compte, et il y a des femmes aussi parfois qui reculent, mais parfois aussi il faut leur responsabilité sans attendre forcément un quota. J'ai dit le quota oui, mais si on veut être juste,
pas forcément compter sur un quota pour dire à la femme, vous méritez ceci. C'est ça, en fait, mon intervention est beaucoup plus à ce niveau. On a un quota, oui, mais pas forcément un quota pour valoriser la gente féminine. Mathilde, est-ce que vous comprenez justement cette antinomie du fait que certaines femmes sont appelées aux responsabilités, elles déclinent, ou bien au Burkina Faso on a plus de 52% de femmes, mais aux élections, les femmes préfèrent voter même des hommes que des femmes. Est-ce que vous comprenez? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors déjà, je vais rejoindre un peu monsieur le juge. Voilà. Il y a les pesanteurs sociales qui sont là. Non seulement tu peux être inspiré, tu peux vouloir occuper un poste de responsabilité, mais ton entourage va te dire, toi tu es une femme, ce poste n'est pas fait pour les femmes. Déjà, ça va te décourager si tu n'es pas assez forte. Du coup, ça t'amène à prendre du recul. Voilà pourquoi il y a quand même beaucoup de femmes qui refusent de prendre des postes de responsabilité. Je ne dis pas que c'est justifié parce que à un certain moment, il faut savoir se défaire de certaines peurs et puis prendre son courage à deux mains pour affronter les situations. Donc, mais il y a des conséquences derrière, parce que quand on est femme, on est épouse de quelqu'un et il y a tout ça qui compte. Mais quand on est homme aussi, on est femme. Ça veut dire que c'est pas la même chose. C'est que je pense qu'on ne va pas forcément, faudrait pas penser que la méritocratie est à opposer forcément à la question de discrimination positive. C'est des conjugaisons à apporter pour que des personnes qui du fait de l'odeur sociale de pesanteur, n'arrivent pas à accéder à ce à quoi ils ont droit au même titre que les autres. Il faut que ce jeu-là se fasse. Moi, j'ai dit quelquefois, on a l'impression que nous sommes les mauvais exemples. On a beaucoup d'exemples de pays africains où on a eu des femmes qui ont eu à gérer. Quand vous prenez le cas de Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, je pense que quand elle est arrivée, elle a pensé à mettre la moitié de son exécutif, de faire composer son exécutif de femmes. Parce qu'elle sait comment aussi elle a mené son histoire de lutte politique. Quelquefois aussi, n'oublions pas que les exigences que nous demandons dans certaines sphères ne peuvent pas l'être lorsque après qu'on vous ait remis quoi ou ceci ou cela, ou bien que vous ayez accédé à ceci ou à cela, le reste c'est votre capacité à pouvoir les gérer et puis à pouvoir se maintenir. Tout à l'heure Bernard parlait de Dame Souris, c'est vrai que Rosine elle a essuyé, quoi qu'on dise, des critiques des plus acerbes et puis qui dépassaient même le cadre professionnel quand on l'écoutait, mais ça c'est parce qu'elle était dans l'œil du cyclone d'un débat qui jusqu'à aujourd'hui cristallise les attentions, la question du fonds commun. Maintenant, est-ce que dans l'exécutif que nous avions, on a eu des ministres qui ont fait vraiment bloc avec elle? Pour moi, c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, quand on regarde comment les choses se sont passées. Est-ce qu'elle n'a pas eu raison là où les gens ont eu tort? C'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Et puis le fait qu'elle se soit fait évincer de son poste, aujourd'hui on voit qu'il y avait une dynamique qui était derrière. Ce qui devrait être concédé, je ne pense pas qu'aujourd'hui ça le serait si elle était là. Donc il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, au-delà de cela, n'oublions pas que c'est l'une des ministres qui avait aussi l'une des grandes sympathies de la population. Oui. Pour qui il y avait ce regard-là du ministre qui travaille et qui parvient à avoir des résultats. Ça au moins c'est une réalité qu'on pourrait lui reconnaître. Maintenant le reste c'est des choix politiques. Et souvent, ça, c'est autre chose. Maintenant bon, je le dis parce que, malgré, en dépit du quota qui existe depuis très longtemps, lors de la dernière élection législative, sur l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée, 127 députés, il n'y avait que 12 femmes. La loi existe. Il n'y avait que 12 femmes. Souvent, c'est des faits valoir. Hein, ah oui, c'est pourquoi j'ai dit, en 2012, là, elles étaient 24. Parmi les 92 membres de la commission constitutionnelle qui étaient passés, ne dépassaient pas 12 ou 13. 92 membres. En fait, sur les institutions reconnues, il n'y avait que 3. Il y avait Nathalie Soumé qui était au CSC, qui n'y est plus. Il y avait Déborah, médiateur du Faso aujourd'hui à Saran qui y est. Et puis Thérèse Sanou qui était le premier président de la Cour de cassation. Je pense que là même les choses ont changé. Donc ça dit que même au niveau institutionnel, chercher des dames pour mettre, ce n'est pas que ça manque. Mais le politique ne le fait pas. Il y a un quota qui existe. Au niveau du gouvernement actuel, il y a combien de dames ministres? Et donc, il y a cette réalité-là à prendre en compte. C'est pourquoi j'ai dit, le quota est incitatif. Point. Mais, à
l'arrivée, il n'est pas utilisé. Il n'y a pas de moyen de pression là-dessus. Si dans mon gouvernement, je mets 3 femmes ou 2 femmes, tu vas me l'empêcher. Donc il y a ce travail de fond-là à faire. Quand je parle de Dame Roselyne, je n'ai pas dit que ce n'est pas une ministre qui n'est pas appréciée, pas du tout. Mais je dis ce qu'elle a subi n'encourage pas les autres par rapport à des réformes courageuses que je vais entreprendre. C'est ça aussi la réalité. Mais je crois que ça a été un homme ou une femme, je suis désolé, mais la question à laquelle elle s'est attaquée était une question névralgique. Et vous savez comment, j'ai dit jusqu'à présent, ça crée des tensions. Il y en a qui disent avoir reçu des messages des messages de menaces et tout. C'est pour dire que c'était une question quand même qui cristallisait pour moi beaucoup d'attention. Moi, je voulais venir à notre invité. C'est un débat qu'on est en train de mener, c'est vrai. Mais vous êtes encore, on m'a dit, sur les bancs, vous êtes étudiante et tout. Cette génération-là, je parle des femmes, votre génération, quel regard elle porte sur ces choses-là? Nous, on parle de politique ici. Et le droit que les femmes ont à pouvoir accéder à un certain nombre de postes, c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous revendiquez. C'est un avenir différent d'un Burkina que vous revendiquez où la femme a beaucoup plus de place. D'accord. Déjà, je vais revenir sur l'histoire du quota. Puisque le quota, il semble-t-il, a été instauré pour un peu rejeter les pesanteurs sociales qu'il y a. Mais est-ce que l'instauration de ce quota-là peut vraiment impacter les pesanteurs sociales? Ou alors nous allons garder un quota jusqu'à la fin des temps? Parce que tant que les pesanteurs sociales vont demeurer, ça veut dire qu'il y aura toujours un quota qui forcément ne sera pas respecté. Et du coup, forcément une partie se sentira biaisée, soit les hommes, soit les femmes. Et je suis peut-être pas sûr, mais il doit y avoir quand même suffisamment de femmes qui sont contre cette idée de quota. Parce que le fait qu'il y ait un quota, ça amène certains hommes à se dire, voilà, les femmes, elles ne sont pas forcément capables. C'est juste qu'il y a un quota, qu'il faille mettre des femmes, parce qu'il faut les mettre. Comme il y a beaucoup de femmes dans notre société, on a instauré un quota, mettons les femmes. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Quand on met une femme à un poste, c'est qu'on juge qu'elle est capable de gérer ce poste. Et dans notre génération actuelle, je pense que oui, demain, certainement, il y aura autant de personnes compétentes là où il faut. Pas forcément que ce sera uniquement des femmes ou que ce sera à part égale, mais ce serait une question de compétence. Mais ce qu'il dit, en fait, ça pose d'abord la question du votre regard même de la génération actuelle. Quand vous observez la scène politique nationale, les institutions, l'administration publique, est-ce que les femmes qui sont au devant de certaines responsabilités... Parce que le débat voilà, c'est ça, en fait. Posé, on voit vos tantes, vos grandes soeurs, vos mamans qui revendiquent plus de pouvoir, plus d'intégration dans ce qui est l'aspect décisionnel et même en matière d'administration, cadre et tout. C'est des choses qui sont revendiquées. C'est le débat qu'elles font aujourd'hui. C'est-à-dire, vous, quand vous regardez, est-ce que c'est des choses qui ne vous intéressent pas? Quand on parle, je parle de votre génération, pour vous, quand ça viendra, ça se fera naturellement. Mais pour vous, c'est un combat qu'il faut vraiment mener. C'est de ça que nous parlons. Et moi, je parle de la satisfaction. Est-ce que ces femmes qui sont au devant des choses donnent satisfaction du regard de vous, jeunes filles, de la nouvelle génération? Alors, pour moi, oui. Les femmes qu'on voit, les femmes qui s'affirment, les femmes qui sont au devant des choses, sont source d'inspiration pour beaucoup. Elles vous incitent à vous surpasser. Au niveau national, vous pouvez en citer? Alors, il y a déjà Madame Bintou Diallo, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Chroniqueuse média, je crois. Oui. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Il y a des médecins dont j'ai oublié malheureusement les noms. Non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a déjà une génération de femmes qui s'affirment. Et ce n'est pas du favoritisme, ce n'est ni par favoritisme qu'elles sont où elles sont, et ce n'est pas du favoritisme qu'elles attendent. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce qu'il est possible qu'avec vous, les femmes, vous puissiez être aussi critiques? Parce que quand on demande aux femmes ce qu'elles pensent des autres femmes, oui, c'est bien, en tout cas, alors que chez nous, les hommes, alors, quand quelqu'un n'est pas bien, ça cogne, on peut le dire. Telle personne ne mérite pas d'être à sa place, parce que, est-ce que vous êtes assez rigoureuse avec vous-même en termes de compétences, en termes de place qu'il faut? Je crois que oui, les femmes sont les plus rigoureuses, parce qu'en général, quand quelque chose ne va pas, elles le disent. Elles critiquent.
comme on aime le dire, les femmes aiment beaucoup critiquer. Donc, votre question là, elle n'est pas bien. On risque de vous taxer de misogyne. Non, pas du tout. Il y a des pays qui sont en train d'aller vers la parité. Vous avez l'Éthiopie et tout récemment en Afrique du Sud avec Cyril Ramaphosa. Que pensez-vous? Qu'en pensez-vous, pardon? Alors, un gouvernement paritaire, homme-femme? 50-50. 50-50, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'être là où elles sont. Ou bien? Je ne sais pas, je vous pose la question. Alors, s'il y a la parité dans le gouvernement, je me dis qu'on n'élira pas forcément des gens qui ne méritent pas d'être là où elles doivent être. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut forcément 50-50 que si quelqu'un ne le mérite pas, qu'il sera là-bas. Comme vous l'avez dit, il y a un quota de 30% qui est imposé, mais qui n'est pas forcément respecté. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, c'est juste probablement pour inciter les femmes qui ont encore peur de s'engager, à prendre les devants en se disant, voilà, on vous soutient, c'est déjà un bon départ. Tant que vous pouvez, faites-le. Voilà. D'accord. Alors, je vois votre question. Oui, non, moi je n'aurais pas de question. Moi c'est toujours la question de commentaire parce qu'on est souvent dans le problème de fond lorsqu'on aborde ces choses-là. On se rend compte, et moi je dis que quand on veut donner plus de chance aux femmes, pour moi c'est d'abord à la base la question de l'accès à l'éducation. Et quand ça c'est résolu, parce que regardez le taux d'achèvement des études, la plupart du temps c'est les jeunes filles qui restent, quand il y a un choix à faire, aller un peu plus loin dans les contrées, que ce soit du Burkina ou bien de la plupart de nos pays, vous comprendrez ce dont je suis en train de parler, le choix il est vite fait. Et à un moment donné, ça commence à devenir un véritable problème. Et je dis, quand vous avez un nombre de diplômés et vous vous rendez compte que c'est 30% de filles et 70% de garçons, pour moi, il y aura forcément problème après dans la question d'accès. Alors que on sait bien que les femmes, nous tous, nous avons été sur les bancs, on a toujours souvenance d'une petite dame là qui nous a fatigués parce que voilà, dans telle matière, il ne faut pas jouer avec elle. Ah oui. Tu es frustré à mort, mais tu peux pas. Elle est toujours devant et ça, c'est des petites choses qu'on a toujours gardées. Quand elles sont bonnes, elles sont bonnes. Et pour moi, tout doit commencer par cette éducation-là. C'est là qu'on commence à inverser la tendance. Et puis, quand c'est comme une armée, quand vous êtes en nombre, en face, on commence à vous prendre en compte. Et ça, c'est pour moi c'est le commentaire que moi je voulais me permettre par rapport à cela. Mais en fait, elle-là, on voulait aussi avoir le regard de sa génération sur ce chapitre, mais je la sens très prudente, notamment sur ces questions-là. Est-ce de la prudence? Non, pas forcément. Parce que vous n'avez pas forcément un regard sur ce que font les femmes sur le terrain, les femmes actives. Mais avec les capacités que vous avez à oratoire, donc la capacité à se faire comprendre, à bien lancer le message, vous, la politique, c'est quelque chose que vous pouvez entrevoir? Pour le moment, je ne suis pas... Vous voyez dans quelques années pouvoir faire ça, ou bien c'est pas vraiment votre dada, c'est... Non, la politique, je ne compte pas m'engager dans la politique. Pourquoi? Pour le moment. Ça ne fait pas partie de... Parce que on a vu en France des grands noms à moins de 30 ans, 29 ans, 28 ans, quelquefois 26. On les voit déjà pas loin des carrés ministériels, des fois même nommés, ou bien quelquefois à 21, 22 ans, vous les voyez qui sont dans l'antichambre. Lorsqu'on parle des élections présidentielles et autres, elles font peser de leur aura, notamment sur les autres et tout, parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Oui. Déjà, pour un peu revenir sur ce que vous dites, il y a des camarades avec qui nous avons participé au championnat international de débat francophone qui actuellement sont des représentants de leur parti, des représentants nationaux. Mais je pense que tout ça c'est un processus parce que au départ ils ont d'abord été accompagnants parlementaires, il y a un suivi, il y a un accompagnement qui les incite à se valoriser, à être vus jeunes déjà. Donc ici, je n'en connais pas. Peut-être que je ne suis pas informée, mais je ne crois pas qu'il y ait ce suivi-là d'abord. Donc, il y a
tous ces avantages peut-être qui leur permettent d'être vus sur le podium, d'être vus sur la scène très tôt et qui leur permet de s'affirmer. Mais là, ce qu'elle pose comme problème, ce n'est même pas la question de genre quoi que ce soit. Oui. C'est le débat générationnel qu'il y a souvent lorsqu'on parle de notre forme politique. Souvent, et ça c'est la vérité, ailleurs, quand on dit jeunes, en politique, vous voyez des visages, c'est des jeunes. Mais chez nous ici, les jeunes en politique, c'est des gens qui ont 40 ans. C'est ça la réalité. Il faut appeler un chat un chat. Moi, j'aimerais si le chapitre la voix son regard sur ce qu'elle pense de certains partis politiques qui recrutent au niveau des universités. On voit des représentations de différents partis, les principaux partis en tout cas au niveau des universités. Il y a d'aucuns qui pensent qu'il ne faut pas politiser les étudiants, il ne faut pas politiser ce milieu-là. D'autres qui estiment qu'il faut aussi les permettre de pouvoir s'exprimer parce que c'est la relève, il faut qu'ils commencent à s'habituer aux questions nationales. Votre avis, c'est quoi? Alors, dire de ne pas politiser les étudiants, je ne vois pas. Parce que les étudiants, c'est la jeunesse. Comme vous le dites, c'est les jeunes qui doivent s'engager politiquement. C'est les jeunes demain qui deviennent des leaders. Alors, peut-être qu'il faut qu'ils aient un mentor dès le départ pour comprendre le système. On ne dit pas forcément que lorsque tu es étudiant et que tu es engagé en politique, ça voudrait dire que tu viendras et amener toute ta clique d'amis dans le même parti que toi. En tant qu'étudiant, il y a cet esprit de discernement, cet esprit critique que, en temps normal, chacun a et que chacun devrait avoir. Donc, il n'y a pas de politisation d'étudiants, je pense. Du coup, s'il y a des partis qui trouvent qu'ils peuvent prendre des jeunes sous leur aile et les amener sur la scène nationale, pourquoi pas? Il y a quand même quelques dérives, des étudiants qui s'affrontent par partis interposés, et ça aussi, ce sont là le côté négatif de la chose. Mais, répondez. Mais est-ce que le problème, c'est parce qu'ils se sont engagés? Parce que dans d'autres pays, oui, les jeunes s'engagent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'affrontent. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau même de la jeunesse qui devrait connaître et savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. C'est pas parce que vous êtes de partis différents qu'il vous faut vous affronter. Ce n'est pas parce que vous ne défendez pas les mêmes avis, les mêmes points de vue qu'il vous faut vous affronter. Et si ces partis ont décidé d'intégrer des jeunes qui sont étudiants, ce n'est pas pour qu'ils s'affrontent, c'est pour qu'ils puissent voir la scène politique autrement, c'est pour qu'ils puissent s'engager et apporter quelque chose à la nation. Oui, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les jeunes instrumentalisés à des fins politiques pour qu'ils s'affrontent pour des récupérations, c'est tout. Dire d'épargner le milieu universitaire par rapport à la formation, je crois que c'est une erreur. C'est l'antichambre d'ailleurs. C'est l'antichambre. De Sarkozy à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, c'est l'université ou le banc d'école. Pour ceux qui nous gouvernent actuellement. C'est depuis l'école, c'est depuis l'université, donc c'est depuis ou bien la cité universitaire. L'un des exemples partants, c'est l'actuel ministre Bachir Ismaël. C'est depuis l'université, peut-être bien avant. Mais la différence, c'est que Issoufou Zoungrana, c'est depuis les bancs d'école. Je mets quand même un bémol parce que la différence pour certains, c'est qu'ils se sont engagés individuellement, personnellement, et pas à travers des structures représentatives. Ben oui, c'est des gens qui ont fait partie. Il y a eu les étudiants CDP en son temps, et jusqu'à présent, il y a une frange. Il y en a au MPP, à l'UPC, il y en a. Aux parents, il y en a. Vous avez Taïrou Bari et autres. Vous avez Carlos Toé et autres. Et j'ai dit même en France, il y a cette frange étudiantine. Maintenant, il faut faire la part des choses en ceux qui les instrumentalisent pour des fins politiques. C'est ce qu'elle a dit. C'est aux jeunes de savoir, en m'engageant en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je veux. Mais sinon, vous allez être instrumentalisé, vous allez poser des dégâts, poser des gestes qui vont vous rattraper quand vous allez commencer effectivement de façon active. Sinon, ce n'est pas forcément le fait d'enrôler des étudiants qui pose un problème. Dans tous les domaines d'activité, mais c'est depuis la base qu'on cherche, non, les chasseurs de tête, là, même en football. Ce n'est pas quand il grandit qu'on envoie au stade pour en faire un footballeur. Il est pisté depuis. Donc pour la scène politique, pour la relève de votre parti politique, vous allez regarder parmi les jeunes également, quelles sont ces têtes-là qui peuvent à un moment donné nous faire gagner si on les encadre. Et vous commencez l'encadrement. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour ajouter au propos du juge, c'est également dire que lorsque vous vous engagez en politique, il ne faut pas le faire pour soi-même. Il faut le faire dans l'intérêt commun. Et lorsque vous le faites dans l'intérêt commun, vous ne pouvez pas vous laisser instrumentaliser. C'est parce que vous vous engagez en politique pour avoir certaines peut-être faveurs qu'il arrive
que vous soyez instrumentalisé. Sinon, si vous le faites par conviction, si vous adhérez à un parti par conviction et que vous le faites pour le bien de la nation, comme toute bonne action politique, en temps normal, il ne devrait pas avoir d'instrumentalisation. D'accord. Alors, le tribunal va tirer son regard sur ce qu'il pense de cette jeune dame qui s'illustre positivement. Bernard, en quelques secondes. Oui, en tout cas, brillante oratrice, mais beaucoup plus prudente ou réservée. Ça, Geoffroy a fait une belle remarque. Prudence, beaucoup plus prudente sur certaines questions. Mais là aussi, c'est normal. Donc, elle-même, elle a dit que nature, apparence timide et ou réservée. Donc, ça se sent également à un moment donné. Donc, pour le reste, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'autres défis qui vont se dresser à elle. Et on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup plus d'entrain pour pouvoir les aborder courageusement et de continuer de représenter fièrement le drapeau national. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Geoffroy, vous croyez à Mathilde Zerbo comme exploit féminin? Moi, je pense qu'elle affirme déjà, parce que son parcours n'est pas celui de toutes les jeunes filles burkinabées que nous avons. Elle a eu cette chance et puis elle a su l'atteigner. C'est d'abord la féliciter, parce que c'est intéressant d'avoir ces personnes-là qui font parler du Burkina ailleurs, mais d'une autre façon, et de la meilleure des façons d'ailleurs. Et puis, ça a été un plaisir d'échanger sur ce plateau avec elle. Et voilà. Voilà. Voici notre contribution aussi à votre lumière, on va dire comme ça. Merci d'être passé sur notre plateau. Espérons que on vous mettra encore à la lumière pour que beaucoup de personnes vous découvrent pour ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette première convocation de la semaine. On espère vous retrouver demain mardi pour la deuxième convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.